Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo du test du Blu-ray Ultra HD du Pacte des Loups. Au programme, la présentation du film, le contenu de cette édition, un mot sur la restauration, l'analyse de l'image et la conclusion. Le Pacte des Loups est un film français réalisé en 2001 par Christophe Gans, à qui l'on doit entre autres le magnifique Crying Freeman, la sublime adaptation de Silent Hill, puis La Belle et la Bête. C'est une sorte d'ovni pour moi dans le cinéma français, un mélange de genres détonnant, un casting 5 étoiles, un amour du cinéma par son auteur qui transpire dans tous les plans. Que ce soit au niveau de sa mise en scène, du travail sur la lumière, les costumes, la musique ou le son, rien n'est laissé au hasard. Cette nouvelle édition se présente sous la forme d'un coffret regroupant un steelbook contenant le film 4K et HD, un dépliant contenant 3 disques d'archives et le storyboard du film. Sur le premier disque, on retrouve le film en 4K UHD HDR au format 2.39/1, à la fois en HDR10 et Dolby Vision, avec une piste son Dolby Atmos. A noter qu'il n'y a aucun sous-titre. Dans la section bonus, on trouve le génial commentaire audio de Christophe Gans, un commentaire audio de Samuel Le Bihan et Vincent Cassel, un entretien avec Christophe Gans et l'historien du cinéma Jean-Baptiste Thoré, enregistré spécialement pour cette édition, qui revient sur le film, mais nous offre aussi un regard sur le cinéma de façon plus générale. On trouvera aussi la bande-annonce originale restaurée. A noter que tous les suppléments sont en 4K. Sur le second disque, on trouve le film HD SDR issu du trim Dolby Vision de la version HDR, avec la même piste son Dolby Atmos et les mêmes bonus que l'édition Ultra HD. Les autres bonus sont regroupés sur 3 DVD d'archives. A noter que la majorité d'entre eux sont en 4/3. Sur le premier disque, on trouve un making-of, Les entrailles de la bête, qui couvre la genèse, la direction artistique, les combats, la bête et les effets visuels. C'est tout simplement passionnant. On est vraiment très loin des bonus habituels de promotion qui versent dans l'autocongratulation. Tous les aspects sont abordés avec un véritable désir de nous faire découvrir l'envers du décor avec passion. On trouve aussi de courtes vidéos qui étaient présentes sur le site internet du film à l'époque de sa sortie, à savoir des modules sur les figurants, les carnets de Fronsac, la mise en scène, Émilie et son Walkman, Thomas Dapché, Jérémy Régnier et les chevaux, la neige et les effets spéciaux, et les masques et cascadeurs. On trouvera enfin une interview de Michel Louis, auteur du roman La Bête du Gévaudan. Sur le second disque, on trouve les coulisses du tournage réalisées par Pascal Laugier, qui nous révèle sans langue de bois à quel point le tournage fut une épreuve pour toute l'équipe. On y découvre un Christophe Gans qui se bat pour faire face au retard engendré par les conditions météo, des acteurs gelés mais investis, une comédienne qui se prend une magnifique tarte lors d'un combat, et une scène incroyable avec l'équipe de cascadeurs quand l'un d'entre eux doit être jeté du haut d'une falaise. On trouve aussi des scènes coupées non achevées, introduites et commentées en détail par Christophe Gans, à savoir le combat, le corbeau, Fronsac et Sardis, l'étang gelé, la maison Tessier et un clip de plan coupé. Enfin, le dernier disque contient le téléfilm La Bête du Gévaudan, issu de la série Le Tribunal de l'Impossible de Michel Subiela qui fut diffusé sur le RTF entre 1967 et 1974. On retrouve ensuite un entretien entre Christophe Gans et Michel Subiela, et enfin une rencontre entre Christophe Gans et Jean-Pierre Jackson. Vous l'aurez compris, il y a de quoi se régaler et devenir incollable sur ce film. La restauration a été confiée au laboratoire Eventi. Elle a été intégralement supervisée par Christophe Gans lui-même, et le travail accompli est simplement dantesque. Pour bien comprendre l'immensité de celui-ci, laissez-moi vous détailler un peu le workflow original du film. Le Pacte des Loups a été tourné en 35 mm. Il fut l'un des premiers films à bénéficier d'une post-production numérique. Pour simplifier, on part du négatif original de la caméra, ce qui représente quelques 300 bobines qui seront passées dans un télécinéma. C'est un procédé qui va permettre de créer des rushs vidéo afin de les envoyer au montage virtuel. Une fois le montage d'image validé, on va sortir une cut list qui va comprendre toutes les informations de prise sélectionnées de manière à aller chercher dans le négatif uniquement les prises concernées. En général, à ce niveau, on fait un montage du négatif. Or, il faut savoir que ce n'a pas été fait à l'époque sur ce film. Les scènes ont été directement scannées à l'aide d'un scanner Spirit Data Ciné qui produira des séquences d'images en 2K. On obtient ainsi un digital intermediate, qui est en fait le film sous sa version numérique. Les effets visuels et l'étalonnage seront faits à partir de cette version. Il est important de souligner que le digital intermediate après étalonnage sur Spectre était en 2K et en 8 bits. À partir de celui-ci seront faits les livrables pour la vidéo, et sera fait un retour sur pellicule appelé shoot, avec la création d'un internégatif, d'où seront tirées les copies positives pour les projections en salle. Ça, c'est le workflow de 2001. Le souci, c'est que pour faire une restauration et un nouveau Master 4K HDR, c'est qu'il faut un maximum d'informations. Il faut donc idéalement repartir du négatif original. Or, rappelez-vous, il n'y a pas eu de montage de négatif original. Pas grave, me direz-vous, il reste le projet de montage et la cutlist. Sauf que malheureusement, il fut impossible de les récupérer. Le digital intermediate était lui aussi manquant. Il restait seulement les bobines d'origine et le master internégatif, qui, rappelons-le, provient du shoot d'un digital intermediate 2K 8 bits.
Eventi a donc refait un télécinéma de toutes les bobines. Sébastien Prangère, qui a monté le film avec David Hu, a été rappelé pour superviser la conformation du montage. Il aura fallu pas moins de 3 mois pour refabriquer intégralement le montage du film à partir des 300 bobines. Une fois la conformation achevée, Eventi a scanné le négatif original en 4K 16 bits et refabriqué un digital intermédiate qui fut étalonné dans un workflow Dolby Vision sous DaVinci Resolve. Il restait un souci avec les plans contenant les effets visuels qui, comme vous l'aurez compris, n'étaient pas dans le négatif original, ainsi que certaines transitions qui devaient être faites. Pour des raisons budgétaires et aussi par souci de conserver le film tel qu'il a été vu, il était hors de question de tout refaire. Il fallait donc repartir de l'internégatif qui fut lui aussi rescanné en 4K 16 bits. 4 semaines d'étalonnage furent nécessaires à Jérôme Bigger pour venir à bout du projet. A noter qu'une première version, destinée à la ressortie en salle, a été étalonnée, puis la version HDR fut réalisée par la suite. La version SDR, comme déjà évoqué, découle directement de la version HDR grâce au tone mapping proposé par le workflow Dolby Vision. Et croyez-moi, cela se sent. Que vous dire, c'est tout simplement prodigieux. On redécouvre le film avec un niveau de qualité absolument incroyable. Alors on va évacuer tout de suite toute polémique. Oui, le résultat est différent de ce que nous avons été habitués à voir. Et ce pour plusieurs raisons. Dites-vous bien que l'étalonnage est fait par un étalonneur en collaboration avec un réalisateur, des producteurs, parfois un chef opérateur, voire des ayants droit. Ce n'est absolument pas le laboratoire ni l'étalonneur qui impose quoi que ce soit. Dites-vous aussi que les technologies et les moyens de post-production ont grandement évolué, et qu'il était impossible de tirer le meilleur parti de l'image 20 ans en arrière. Il est clair que certains seront déroutés par le look un peu différent, mais honnêtement, l'image proposée enterre tout simplement l'édition précédente. Tout d'abord, le film a été rescanné, et on a désormais plus d'images que la version précédente. Concernant la compression, je vous mets ici quelques débits affichés par mon lecteur. Ils oscillent entre très faibles et très élevés, mais je n'ai constaté aucun souci de compression visible. Comme tout workflow Dolby, le film a été étalonné dans un espace limité en P3. L'intensité lumineuse maximum à elle était limitée à 1000 nits. Le film nous offre des couleurs absolument sublimes, et même s'il n'y a pas le débordement de pics lumineux, l'image propose bien souvent une très belle plage dynamique. Regardons un peu dans le détail. Je vais vous montrer des comparaisons entre la version HDR, la version SDR et la version SDR de 2008. Il n'y a qu'à regarder ce plan qui symbolise à lui seul tout l'apport de la restauration et le comparer avec l'ancienne édition pour se demander où était passée la couleur auparavant. Regardez la différence dans les hautes lumières. Fini le jaune laiteux qui bave dans les verts. Vous pouvez aussi apprécier la différence de modelé sur la lumière du visage de Jacques Perrin. La teinte verdâtre dans les cheveux, la compression et le grain dans l'arrière-plan ont disparu. Vous pouvez voir apparaître la couleur dans la carnation de la peau, au niveau du ciel et au niveau du sol. Certes, l'image a gagné en densité, le niveau de noir général a été baissé, il en résulte un peu de perte de détails dans les zones sombres, mais rien de dramatique. Regardez ce plan, le détail et le niveau de récupération de couleur est ici incroyable. Voici la parfaite illustration de l'apport du HDR dans cette triple comparaison. Regardez la gestion des hautes lumières et comment le tone mapping Dolby Vision effectué sur la version SDR enterre tout bonnement la version précédente. Vous en avez une autre illustration ici avec une bien meilleure gestion du clipping. Vous voyez comme les blancs étaient complètement brûlés dans l'édition de 2008. Concernant les teintes de peau, les visages sont désormais débarrassés de cette dominante rose omniprésente et on récupère toutes les nuances et brillances qui avaient disparu. Une fois de plus, le travail sur cette scène est absolument hallucinant. Le nombre de nuances et de détails que l'on récupère est sans commune mesure. En plus du travail sur la colorimétrie, il y a eu un gros nettoyage du négatif, de nombreux défauts ont ainsi disparu et surtout certains défauts liés à la post-production en 8 bits de l'époque ont été considérablement atténués. En effet, certains plans souffraient de compression et sous-échantillonnage, comme nous pouvons le voir sur cette zone blanche derrière les tonneaux. De même, ces plans composites ont été retravaillés en profondeur afin d'améliorer la différence de qualité visible entre les scans des négatifs originaux et ces plans issus de l'internégatif. Vous l'aurez compris, je suis totalement fan de cette restauration que j'attendais fermement. Le gap avec la précédente édition est juste abyssal.
Je ne peux malheureusement pas mettre en avant le travail sur le son comme je le fais avec l'image, mais il y aurait tant à vous faire partager, tellement la piste Dolby Atmos apporte un coup de jeune à un mix qui était déjà riche en spatialisation. Ici, tous les cadeaux sont à la fête. Seul petit bémol, il est regrettable que certains bonus présents dans l'édition Ultimate, ainsi que les sous-titres anglais et pour malentendants, aient disparu. Pour ceux qui n'auraient pas réussi à mettre la main sur cette version, une édition 4K simple sortira à la fin de l'année. Merci à vous d'avoir regardé ce test, n'oubliez pas de commenter, liker et partager. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.